Donc, bonjour à tout le monde. Nous sommes partis aujourd'hui pour une heure de présentation avec Anne-Lise qui va nous parler de la détox, du drainage, des drainages, parce qu'il y en a effectivement plusieurs, et de la manière dont on peut perdre du poids, même si c'est pas forcément le terme que l'on utilise aujourd'hui. Souvent, on parle de c'est quoi le terme déjà? C'est pas régime non plus, c'est rééquilibrage. Rééquilibrage, oui. Voilà, c'est le terme que l'on utilise, rééquilibrage. Alors le foie, c'est un sujet qu'on a déjà abordé il y a 2 mois, qui a été très détaillé, mais nous ne ferons pas cette impasse. Anne-Lise reprendra cette présentation sur le foie parce que c'est la base. Chaque fois qu'on veut faire une détox et un drainage, même s'il y a d'autres drainages, elle vous expliquera ce que sont les émonctoires. Et donc, cette nécessité de travailler toujours en priorité le foie. Donc, ce sera peut-être une redite pour certains, mais c'est indispensable en tout cas de penser à ce foie qui est extrêmement important parce que moi, je l'appelle toujours le chef d'orchestre de notre organisme. Je vais laisser Anne-Lise se présenter. C'est avec plaisir que je fais appel à Anne-Lise pour ses présentations très, très claires et très, très détaillées. Donc, je te laisse la parole et puis bonne séance. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de mettre des questions dans le chat. Peut-être qu'au fur et à mesure, elle aura déjà répondu à certaines questions et sinon, je les reprendrai sur la fin pour éclaircir les derniers points qui seraient encore à éclaircir. Voilà, à toi Anne-Lise. Merci Françoise et bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pourriez juste me confirmer que vous voyez bien mon écran? Oui, 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 tout Oui, à fait. c'est bon. Ok, nickel. Alors, par contre, je ne vois juste pas le chat. Pourquoi je ne le vois plus? Bon, sinon, c'est pas grave. On va continuer. Donc, aujourd'hui, on va parler, comme disait Françoise, de détox, drainage et perte de poids, mais vous allez voir qu'on va beaucoup parler surtout de détox et drainage. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important dans le cadre, comme disait Françoise, d'un rééquilibrage plus d'une perte de poids. Alors, donc au programme, pardon, ça allait un petit peu vite, donc je vais très rapidement me présenter, vous expliquer l'approche naturopathique et son intérêt par rapport à ce sujet. Et puis, on va regarder un peu plus en détail nos différents organes d'élimination, qu'on appelle aussi les émonctoires. Et puis après, je vais vraiment rentrer dans le détail de comment faire pour chacun de ces émonctoires, comment les nettoyer, hein, donc comment identifier les signes d'engorgement et comment les nettoyer. Donc, vous allez voir que vous allez probablement vous identifier dans certains signes que je vais évoquer et qui vous permettront de vraiment bien cibler parce qu'on ne nettoie jamais tous ces organes en même temps. Alors très rapidement, hein, donc j'ai 45 ans, je suis de formation de base ingénieur chimiste. Je suis certifiée naturopathe de l'école Planta Santé à Rosheim et je suis également titulaire d'un DU en micronutrition de la faculté de pharmacie de Strasbourg. J'ai travaillé avant de devenir naturopathe dans l'industrie. J'ai aussi fait du conseil en environnement et en stratégie bas carbone. Et puis donc là, ça fait 4 ans que je suis installée en cabinet de consultation à Rosheim. Donc évidemment, depuis un an, je fais beaucoup de téléconsultations, et bien sûr, je fais aussi des consultations en présentiel. J'anime des webinaires comme aujourd'hui, et puis je rédige aussi des articles pour des revues. Donc moi, je fais beaucoup de conseils en diététique, nutrition et micronutrition, des conseils en hygiène de vie plus globale avec tout ce qui est gestion du stress et du sommeil, des problèmes de digestion, de perte de poids. J'utilise beaucoup, donc outre la micronutrition et la diététique, les plantes, les huiles essentielles et les fleurs de bac. Et puis, donc, j'ai une spécificité dans l'accompagnement des sportifs puisque je suis très sportive moi-même et je suis venue à la naturopathie par le sport. D'ailleurs, on a un webinaire sur ce sujet, je crois que c'est au mois de juillet. Donc, on pourra en parler plus largement. Voilà, quelques petites images pour donner un petit peu de couleur à cette journée un petit peu grise. Hop.
Alors, donc on va rapidement voir l'approche naturopathique, ce que c'est et à quoi ça sert dans la thématique qui nous concerne aujourd'hui. Alors, cette approche, elle est intéressante parce qu'elle permet d'abord de cerner l'individu dans sa globalité. On prend un petit peu de recul par rapport à un symptôme particulier, hein, exemple une migraine ou exemple résistance à la perte de poids. On va prendre un petit peu plus de globalité et essayer de comprendre d'où vient cette résistance, d'où vient cette migraine. On va ensuite parler de terrain, c'est-à-dire que chaque cas est unique, mais malgré tout, on a tous des prédispositions à développer un certain type de pathologie. C'est ce qu'on appelle la notion de terrain. Et typiquement, quand on parle d'émonctoire d'organes d'élimination, on a chacun en fonction de son historique, mais aussi de la manière de laquelle on a évolué, des prédispositions à avoir tel ou tel émonctoire qui est bloqué. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Et puis la naturopathie a une visée préventive. Donc là, typiquement, en matière de nettoyage des organes, c'est très intéressant parce que on n'est pas obligé de juste se concentrer sur les organes qui posent problème, mais on peut aussi se dire tout simplement, je fais un nettoyage, un drainage ou une détox à visée préventive. Alors, les trois piliers sur lesquels s'appuie l'approche naturopathique, c'est d'abord l'alimentation, avec une alimentation saine et vivante. Bon, là, évidemment, lien très facile avec la perte de poids, mais aussi avec le fonctionnement des organes et leur élimination. Le deuxième pilier de la naturopathie, c'est la gestion du stress et des émotions. On va voir, alors pas assez dans le détail, mais on va le voir quand même, que ce pilier-là a une influence forte sur le fonctionnement des émonctoires et aussi bien sûr sur la gestion de l'alimentation qui a tendance à encrasser nos organes d'élimination. Et puis le troisième pilier, l'activité physique et les respirations. Bien sûr, cette activité physique, elle va stimuler l'élimination et la perte de poids. La naturopathie, en deux mots, qu'est-ce que ça n'est pas? Ça n'est pas une pratique de médecine, hein. Un naturopathe ne va pas prescrire des médicaments, il ne va pas faire de diagnostic. Dans l'absolu, il ne parle pas de patient, il parle plutôt de client. Et donc, un naturopathe ne va jamais vous conseiller d'arrêter des médicaments. Tout ça, le diagnostic, les traitements allopathiques sont du registre des médecins. Donc, la naturopathie va simplement venir accompagner, mais certainement pas remplacer la pratique de médecine. Voilà, juste, toujours, j'aime bien remettre les choses au clair. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Les émonctoires qui sont nos organes d'élimination. Alors, on en a 5, hein, les humains en ont 5. Les hommes, on va dire, n'ont pas la chance d'avoir un 6e organe d'élimination qui est chez la femme. Alors, certains disent l'utérus, d'autres le vagin, qui est en fait un organe qui va permettre d'éliminer là aussi des déchets. Donc, ces 5 organes d'élimination sont le foie, les reins, les intestins, la peau et les poumons. Et donc ce 6e organe exclusivement chez les femmes, hein, qui est l'utérus ou le vagin. Donc ce sont des organes par lesquels on va pouvoir éliminer toutes les toxines, tous les déchets qui sont générés de manière tout à fait naturelle par notre organisme, mais que malheureusement on va aussi subir de manière non désirée par notre environnement extérieur et aussi par des choses qu'on va mettre sur notre peau ou dans notre bouche, alors qu'on ne le souhaiterait pas particulièrement. Alors, avant de rentrer dans le détail, je voudrais juste détailler 2 types de toxines. Le premier type, ce sont les cols. Le deuxième type, ce sont des acides. C'est juste pour que vous compariez les choses. Donc, les cols vont être assimilés à des substances qui sont visqueuses, gélatineuses. Ça va être des déchets du type, alors bon, désolé, c'est pas très appétissant, des glaires, du mucus, des crachats, du pus de style eczéma humide ou acné avec des boutons purulents. Ces déchets, ils épaississent le sang. Du coup, ils ralentissent la circulation sanguine et ils peuvent être la cause de troubles cardiovasculaires. Vous comprenez que c'est des choses qu'il ne faut pas laisser en circulation. Alors, si notre foie fonctionne correctement, pas de souci, le sang va être filtré, les cols vont être évacuées, elles sont la plupart du temps diluées dans la bile et ensuite évacuées dans les intestins. Excuse-moi de te couper, Anne-Lise. Oui. Je ne sais pas si tout le monde a le même problème que moi. Je suis bloquée sur l'écran naturopathie. Ah. Est-ce que tu as fait… Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Je vais essayer.
Même problème. Ah bah zut, merci. Je vais recommencer mon partage du coup. Oui, parce que je sais que tu as des slides là-dessus et c'est dommage de ne pas en profiter. Donc tu voudrais que je remonte Ben, on s'est arrêté en fait au slide de la photo de naturopathie avec la belle assiette, mais on n'a pas eu la suite. Ok, alors déjà, donc, faut que je revienne en arrière. Ah oui, naturopathie. Donc, je ne connais pas la naturopathie, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Okay. Si tu Donc, veux je bien repartage. repartager. Partager l'écran. Tac. Alors, c'est celui-là. Voilà. Alors là, est-ce que vous voyez le programme? Oui, oui, tu peux faire défiler. Ok. Donc, les émonctoires. Alors, vous avez entendu oralement. C'est bon, ça fonctionne? Oui, c'est bon, parfait. Ok, nickel. C'est Zoom, les délices de Zoom. Qui fait un peu ce qu'il veut. Donc, les émonctoires, j'en ai parlé, hein, je ne reviens pas sur la slide. Et donc, j'arrive au niveau de mes cols. Donc, avec ce que je viens de vous raconter oralement, hein, donc ces substances visqueuses qui épaississent le sang, qui sont normalement évacuées, enfin, traitées correctement si le foie fonctionne correctement. Mais si le foie est surchargé, on va avoir des organes de secours qui vont venir pour aider à décharger ces cols. Donc, ça va être les poumons, mais par l'intermédiaire de pathologies qui vont être par exemple de l'asthme ou des bronchites, par l'intermédiaire de la peau, donc on va potentiellement avoir des boutons ou de l'eczéma, et donc par ce 6e organe qu'ont les femmes, par des pertes. Donc c'est pour ça qu'on dit notamment que quand on a le foie surchargé, on a des boutons. C'est normal, c'est simplement la peau qui prend le relais parce que le foie n'arrive plus à évacuer complètement les cols. Alors, d'où viennent toutes ces cols? Vous allez voir que c'est que des choses très intéressantes à manger. Tout ce qui est sucre industriel, raffiné, des dérivés sucrés, les céréales, les amidons, donc tout, même ce qui est complet, hein, c'est pas parce que c'est complet que ça ne génère pas des cols. Tout ce qui est gras, donc les lipides issus des beurres, des graisses, des huiles saturées, tout ce qui est issu de la fermentation et de la putréfaction intestinale, encore tout ce qui est produits chimiques, c'est-à-dire que quand on ne mange pas des aliments qui sont exempts de tous ces produits chimiques, on va encore surcharger notre foie avec des cols. Et enfin, donc les métabolites issus de la réaction de Maillard. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est ce qui se produit quand on fait un magnifique barbecue. Alors, c'est délicieux, hein, la belle croûte sur les morceaux de viande ou sur les pommes de terre sous la cendre. C'est également quand on fait griller son pain ou quand on fait caraméliser quelque chose. Tout ça, en fait, ça génère des corps qui, consommés en excès, provoquent ce qu'on appelle des métabolites issus de la réaction de Maillard et qui peuvent provoquer des déchets de type col. Voilà. La Donc, on glycation, essaye… Pardon? c'est un phénomène de glycation, non? Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on essaye de limiter au maximum toutes ces sources, surtout si le foie est engagé et a du mal à gérer tous ces déchets. Le deuxième type de toxines, ce sont, comme je vous disais, des acides qu'on appelle aussi des cristaux. Alors, les cristaux, en fait, on va les retrouver notamment sous forme de concrétion, de calcification dans le corps. Alors, ces déchets-là, hein, les acides ou cristaux, ils sont normalement éliminés plutôt préférentiellement par les reins, mais aussi par les poumons. Si ces organes d'élimination sont surchargés, on va avoir des phénomènes d'yeux qui grattent. Hein. Vous avez déjà tous senti ce genre de phénomène. Alors, les calculs, c'est aussi une réaction à acidose, des articulations douloureuses, tout simplement parce que ces petits déchets de cristaux, ils viennent se loger dans les articulations. Ça peut être aussi des phénomènes de gouttes, tout simplement, ou d'eczéma sec. Alors, ils viennent d'où ces cristaux? Alors, vous allez voir qu'en fait, c'est tout ce qui génère des acides dans le corps. Alors, le premier auquel on pense, ce sont les excès, hein, excès de protéines animales qui vont générer de l'acide urique. Excès en quantité très importante de protéines végétales, donc
par exemple, tout ce qui est légumes secs, les lentilles, les pois chiches, mais aussi les produits issus des fèves de soja. Là, on génère des acides carboniques. Les excès de sucre, donc issus de la prolifération bactérienne intestinale, mais aussi le thé, le café, le chocolat, le cacao, tout ça, ça génère ce qu'on appelle des acides oxaliques. Et on a aussi les excès de laitage qui vont nous générer des acides lactiques et phosphoriques. Et aussi tout ce qui est mauvaise mastication, puisque quand on mâche mal, en fait, la digestion se produit mal, et donc c'est une source de prolifération de bactéries et aussi de putréfaction au niveau digestif qui génère là aussi des déchets acides. La dernière source d'acide, c'est des choses auxquelles on pense peut-être un petit peu moins parce qu'elles ne sont pas issues de l'alimentation. C'est tout ce qui est stress. Alors, stress, froid, hein, qui est un stress pour l'organisme, le surmenage, les émotions, tout ça, ça peut générer potentiellement en excès de l'acide pyruvique et de l'acide urique qui va être difficile à évacuer par notre organisme. Alors, nos émonctoires, qu'est-ce qu'ils traitent comme déchets? Donc, vous voyez donc, les deux types, hein, colle et acide. Donc, les colles en bleu, les acides en noir. Donc, les intestins traitent préférentiellement les colles, mais aussi un petit peu d'acide. Nos poumons vont traiter à la fois les colles et les acides. Donc, les colles sous forme de glaire, de toux grasse, et les acides sous forme de toux sèche, tout simplement, ou de toux asthmatique. La peau va traiter les deux aussi. Alors, elle a deux types de glandes, hein, les glandes sébacées et les glandes sudorales. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail parce que je vais en parler par la suite. Les reins traitent principalement des déchets acides et le foie principalement des déchets sous forme de colle, mais aussi certains acides. Alors, maintenant, on va s'attarder sur le foie et alors, on va rentrer dans chacun de ces organes d'élimination pour que vous compreniez bien le rôle et l'importance de chacun et aussi ce qu'on peut faire pour les ménager. Donc, parce que c'est bien joli de parler de détox et de drainage, mais tant qu'à faire, si on arrive à réduire les encombrements pour chacun de ces organes, c'est encore mieux. Alors, le rôle du foie, je ne vais pas m'étendre dessus parce que sinon on pourrait y passer un webinaire à part entière, comme ça a été fait il y a quelques mois. Principalement, à retenir, c'est votre usine détox, et détox de tout ce qui doit être détoxifié et détoxiné, donc les alcools, les médicaments, les gaz, les produits chimiques, donc les gaz qui peuvent aussi être produits par nous-mêmes, hein. Alors, le foie dispatche tout ce qui est toxines. Donc, celles qui sont solubles dans l'eau vont aller plutôt dans les reins. Celles qui sont peu solubles dans l'eau vont être solubilisées dans la bile, ensuite évacuées par la vésicule biliaire et par les intestins. Le foie a aussi un rôle de stockage très important, notamment le fer, les vitamines, les hydrates de carbone, donc on va dire ce qu'on appelle le sucre, hein, sous forme de glycogène, les lipides. A un rôle de digestion, notamment par l'intermédiaire de la bile, a un rôle de synthèse des protéines. Et le dernier, oui, bien sûr, un très important en naturopathie, la régulation du pH et aussi la coagulation sanguine. Alors, quels sont les signes d'engorgement du foie? On va avoir beaucoup de symptomatologie digestive, évidemment, donc avec des ballonnements, de la constipation, du dégoût de certains aliments, des nausées, des migraines digestives, une intolérance à tout ce qui est aliments gras, particulièrement tout ce qui est produits laitiers, particulièrement gras, les œufs qui peuvent être vraiment difficiles à digérer chez certaines personnes, le chocolat, surtout le chocolat au lait, la bouche pâteuse, la langue blanche, une certaine pesanteur, douleur, des piquantements au niveau du foie, hein. Donc là, vous voyez la personne qui se tient, c'est au niveau du foie, hein. Donc c'est en fait sous les côtes flottantes, sous la poitrine. Ensuite, un teint jaunâtre ou des yeux jaunâtres. Alors là, c'est un signe qu'il y a trop de déchets à évacuer ou que la bile est en train de stagner. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau du foie. En médecine traditionnelle chinoise, on parle de l'heure du foie qui est entre 1h et 3h du matin. Alors, bon, moi, j'incite pas les gens à regarder leur réveil leur réveil quand ils se réveillent la nuit. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de savoir qu'on se réveille toujours entre 1h et 3h du matin. C'est qu'a priori, il y a un petit quelque chose à faire au niveau du foie.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour le ménager, hein? Déjà, essayer de l'intoxiquer au minimum. Déjà, essayer de limiter au maximum tout ce qui est additifs, insecticides, pesticides. Alors, vous voyez, là, il y a une application que j'aime bien, hein, j'ai mis une image en haut à droite, qui s'appelle Yuka, qui est maintenant ultra connue. Et on peut avoir la présence de tous ces additifs à éviter quand on scanne un aliment, hein. Il n'y a pas que le sucre, le gras et le sel, il y a aussi ces additifs. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant aussi pour choisir ces aliments. Tout ce qui est alcool, les drogues de toute nature, la fumée de cigarette, hein, qu'on soit fumeur passif ou actif, là aussi, ça génère des toxines qui seront à filtrer par votre foie. Les médicaments, bien entendu, les excès de café, de charcuterie, tout ce qui est acide gras trans et huiles raffinées, donc là, c'est tout ce qui est industriel, hein, les produits industriels transformés. Il faut y penser aussi, tout ce qui est ingrédients cosmétiques synthétiques, ce que vous mettez sur votre peau, votre shampoing, votre gel douche, votre savon, les crèmes cosmétiques, tout ça peut rentrer dans la circulation sanguine et donc affecter là aussi votre foie, hein. Donc, ce n'est pas que ce qu'on mange qui va nous intoxiquer. Et pareil, hein, les ondes, les rayons, typiquement, quand vous pouvez éviter d'être soumis à des ondes, au moins les vôtres, hein, parce que c'est sûr qu'il y a tellement d'ondes aux alentours que forcément on ne peut pas tout maîtriser, mais les vôtres, essayez de les limiter au maximum, mettez vos téléphones en mode avion, essayez d'être connecté en filaire plutôt qu'en Wi-Fi, ne serait-ce que pour ces deux exemples de la vie courante. Voilà, donc bon, il y en a encore des tonnes, hein, mais c'est déjà un bon aperçu de ce qu'on peut faire pour ménager son foie. Les reins, alors leur rôle, c'est surtout le filtre et l'épuration des déchets. Ce sont les rôles principaux. Donc, par cette fonction-là, ils vont éliminer tout ce qui est toxines, acides, plutôt difficiles, parce que celles qui sont… Alors, difficile, ça veut dire lourd. Ce qui est volatile va plutôt être évacué par les poumons. Donc, on va avoir tous les acides uriques, hein, tout ce qui est phosphorique issu des laitages qu'on a vu avant, les acides sulfuriques qui sont issus de tout ce qui est soufré, les protéines, les acides calciques oxaliques qu'on a vu précédemment. Les reins servent aussi à fabriquer l'urine, hein, très important, là aussi pour éliminer des déchets. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour identifier si nos reins sont engorgés? Alors déjà, les calculs rénaux, c'est vraiment un signe majeur d'engorgement des reins, donc il faut vraiment être attentif à ça. Ensuite, si on est sujet à des cystites à répétition, là aussi, c'est qu'a priori, il y a vraiment un petit quelque chose à faire au niveau des reins. Si on ne fait pas assez de mictions dans la journée, alors on dit qu'il faut faire minimum 5 mictions par jour. Alors après, bien sûr, ça dépend des personnes, ça dépend de la tonicité et de la vitalité à la fois des reins, mais aussi de la vessie. Mais retenez qu'à peu près 5 mictions par jour, c'est déjà pas mal, avec quand même un minimum de 1,2 à 1,5 litres par jour, quelle que soit l'activité physique que l'on pratique. Si votre urine n'est pas assez ou trop colorée, là aussi, c'est un signe d'engorgement des reins, même si, bien entendu, la première urine du matin sera forcément toujours très colorée. Et puis, si vous souffrez de rhumatisme ou de douleurs articulaires, la plupart du temps, ce sont ces déchets acides dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, les cristaux, qui viennent se loger parce qu'on a du mal à les éliminer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les ménager? Alors, vous allez voir, c'est assez rigolo et assez surprenant, on va dire. Mais premièrement, tout ce qui est gestion du stress, parce que le stress va favoriser la cristallisation des acides. Donc, une activité aussi pensante très importante va favoriser cette cristallisation d'acides. Donc, une bonne gestion du stress et puis limiter, on va dire, son activité pensante dans le sens où il ne faut pas être 10 heures, 15 heures par jour sur quelque chose de très concentré, en tout cas pas sur la durée, permettra de ménager vos reins. Évidemment, il faut boire suffisamment, alors principalement de l'eau, et on va voir laquelle. Donc, éviter de boire des eaux trop fortement minéralisées. Donc, dans la norme, hein, les eaux faiblement minéralisées, c'est en dessous de 500 mg par litre de résidus à sec à 180 degrés. Celles qui sont trop fortement minéralisées, c'est plus de 1500 mg par litre.
Donc, dans l'absolu, il faudrait se situer plutôt aux alentours de 500, voire moins, même si de temps en temps, une eau fortement minéralisée peut avoir des intérêts aussi. Éviter les excès de viande, de sel, tout ce qui est médicaments type antidouleur, hein, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'alcool, la cigarette, la caféine, les sucres raffinés, tout ça, si on en abuse, c'est toujours pareil, hein, c'est une question de dose, eh bien, ça va avoir un impact négatif sur le bon fonctionnement de nos reins. Alors, les intestins maintenant, donc le rôle des intestins est là aussi un petit peu comme le foie et les reins, forcément très important. Donc, juste pour mémoire, la superficie de nos intestins, quand ils sont intégralement déployés, c'est plus de 300 mètres carrés, donc c'est juste énorme. Cet organe recense plus des 2/3 de nos cellules immunitaires, donc autant dire que c'est vraiment très important pour lutter contre les infections. Les intestins nous permettent de terminer notre digestion, nous permettent aussi de fabriquer et d'assimiler certains nutriments dont la fabrication ne se fait pas en amont du système digestif. Donc, on a certaines vitamines B, la vitamine K, certains oligo-éléments et certains minéraux. Va nous permettre aussi de transformer les cols du foie en sel, donc des déchets que l'on va pouvoir évacuer. Va permettre aussi de transformer les matières fécales en des déchets qui vont pouvoir être évacués. Et vous savez que les intestins, on les appelle aussi le deuxième cerveau parce qu'ils ont un rôle prépondérant dans l'immunité, dans le système endocrinien, dans le métabolisme, d'où l'intérêt aussi dans la gestion du poids de prendre soin de ces intestins. Alors, les signes d'engorgement des intestins, bon, là, évidemment, on s'en doute, des selles qui sont irrégulières, hein, il n'y a pas que la constipation qui peut montrer un signe d'engorgement des intestins. La diarrhée est aussi un signe que les intestins ne fonctionnent pas correctement. Alors, quand on parle de constipation, il s'agit de moins d'une selle par jour, hein. Donc, si on est à moins d'une selle par jour en naturopathie, on admet que l'on est en constipation. Les diarrhées, quant à elles, c'est parce qu'elles sont présentes à plus de 3 fois par jour, qu'elles sont sous forme semi-liquide, voire liquide, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas moulées, hein. Il y a une échelle, hein, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, on est à l'heure du déjeuner, mais il y a une échelle de qualité de forme de sel qui va de 1 à 7, donc on doit être au milieu, ni trop liquide, ni trop solide. Si on a très régulièrement des ballonnements, des fermentations, là aussi, ça montre que les intestins ne fonctionnent pas correctement. Et bien entendu, donc toutes les pathologies immunitaires, allergies, maladies auto-immunes, type maladie de Crohn, mais aussi des maladies inflammatoires type, par exemple, le psoriasis, tout ça nous montre une hyperréaction de notre système immunitaire, donc probablement un dysfonctionnement intestinal. Alors, dernier point qui est les intestins irritables. Donc ça, c'est un petit peu un fourre-tout. C'est globalement quand on a des inconforts, à la fois au niveau du transit, ballonnement, digestion. Donc c'est un petit peu ce fourre-tout dans lequel on va mettre tous ces désagréments dus à un dysfonctionnement des intestins. Pour ménager nos intestins, alors déjà, on va limiter tout ce qui est excès alimentaire. On va essayer de limiter tout ce qui est fermentation, principalement causée à la fois par des sucres, et notamment les sucres pris en fin de repas, mais aussi les protéines, et principalement les protéines mélangées avec des amidons. Exemple, une viande avec des pommes de terre ou un poisson avec du riz. Ça, c'est des choses qui peuvent être source de fermentation et qui vont nuire à un bon fonctionnement des intestins chez des personnes qui sont prédisposées. La candidose, c'est-à-dire que si on est sujet à une candidose, il faut vraiment la traiter parce qu'elle peut mener à un dysfonctionnement assez important des intestins. Tout ce qui est produits chimiques, si on peut les limiter, c'est pas plus mal. Donc, pour les raisons qu'on a déjà vues auparavant, et notamment parce qu'il y aura aussi un impact sur le bon fonctionnement du foie. Les antibiotiques, bien sûr, sauf nécessité. Si on ne prend pas de probiotiques après une cure d'antibiotiques, là, clairement, les intestins ne fonctionneront pas correctement.
Voilà, donc je vais passer un petit peu vite là sur les intestins. Donc vous avez vu qu'en fait, on revient à des choses qui sont à peu près similaires à ce qu'on a vu sur comment ménager le foie. Alors maintenant, au niveau de la peau, les rôles de la peau, ils sont là aussi multiples. D'abord, protection contre les agressions extérieures, par exemple les UV, mais aussi l'eau par l'humidité. On va avoir un rôle de régulation de la température corporelle, des échanges hydriques. La peau permet de stocker des graisses, et oui, hein, puisque c'est un organe qui contient beaucoup de graisse par l'intermédiaire des glandes sébacées. La communication, en fait, la peau vous permet de communiquer avec le monde extérieur. Vous êtes rouge, vous êtes pâle, vous développez de l'herpès. Ben là, en fait, c'est un mode de communication avec votre entourage. Alors, on a deux types de glandes sur la peau, les glandes sudoripares qui, elles, vont vous aider à réguler votre température et à éliminer les toxines. Et les glandes sébacées, elles, vont aider à sécréter le sébum, donc à lubrifier la peau. La peau est un émonctoire de secours, hein, c'est un émonctoire secondaire. Alors, il vient au secours des reins pour les glandes sudoripares et elle vient au secours du foie par l'intermédiaire des glandes sébacées. Quels sont les signes d'engorgement de la peau? Alors, si vous ne transpirez pas beaucoup, c'est qu'a priori, logiquement, l'émonctoire de la peau est bouché. Si vous transpirez et que vous ressentez une forte odeur de transpiration plus que d'habitude, c'est que vous avez plus de toxines à évacuer. Si vous avez de l'eczéma, des urticaires, des démangeaisons, c'est que là aussi, il y a trop de toxines à évacuer et que la peau n'arrive plus à suivre. Donc, elle va déclarer ce type de pathologie. Quand on a une peau grasse, c'est qu'il y a trop de sébum. Quand on a une peau sèche, il n'y en a pas assez. Donc, les glandes ne vont pas arriver à fonctionner correctement. Si on développe des boutons, là aussi, ça peut être une glande sébacée bouchée. Bien entendu, c'est aussi un signe de trop de toxines. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour l'aménager, la peau? Comme je vous disais, il y a déjà un point très important, c'est qu'est-ce qu'on y met sur cette peau. Donc, les douches, les gels douche, les savons, les shampoings, la crème, les lotions, tout ce que vous voulez, tous ces produits-là, si vous utilisez des produits qui contiennent des produits chimiques qui ne sont pas désirables pour la peau, forcément, vous allez l'agresser et donc, elle va vous manifester tôt ou tard que ça ne lui convient pas. On nettoie aussi la peau par l'intermédiaire de l'intérieur, puisque si on surconsomme des graisses saturées, des sucres, particulièrement ceux qui ont un index glycémique élevé, là aussi, la peau va vous le faire savoir, tout simplement parce que c'est un organe de secours, principalement du foie, pour ce qui est des problèmes de digestion. Et donc, forcément, si on surconsomme ces aliments-là qui sont délétères pour le foie, ils seront aussi délétères pour l'organe de secours qui est la peau. Les poumons, à présent, les poumons, ils vous permettent d'éliminer tout ce qui est déchets gazeux, donc bien entendu le dioxyde de carbone qu'on expire, mais aussi la vapeur d'eau et donc les acides volatiles qu'on a vus tout à l'heure. Et ça permet aussi d'éliminer les déchets solides, comme les poussières ou les pollens que l'on inhale. C'est un émonctoire de secours si on a une surcharge toxinique dans le sang. Alors, quels sont les signes d'engorgement des poumons? Tout ce qui est évacuation de déchets acides, là, on va avoir des problèmes d'asthme ou de toux sèche. Et évacuation de déchets sous forme de colle, ça va être la toux grasse, l'expectoration, les glaires, le nez qui coule, hein, des choses qu'on a déjà vues. Alors, je m'excuse, je vais un petit peu vite sur la peau et les poumons parce qu'en fait, ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, ce sera les organes primaires. Mais vous pourrez de toute façon revoir ce webinaire en replay et passer les slides plus lentement si vous le souhaitez. Alors, pour ménager les poumons, évidemment, on va essayer de limiter la surcharge en colle. Donc, qu'est-ce qui génère des déchets de colle? Surtout tout ce qui est farineux et graisse, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et puis, donc, les polluants du type cigarettes, fumée, poussière et polluants. Bien entendu, on va aussi essayer de ménager ses intestins puisque les poumons sont un émonctoire de secours des intestins.
Donc voilà pour cette partie de présentation des émonctoires, donc nos 5 organes d'élimination. Je n'ai pas parlé du 6e parce que ça va déjà relativement vite. Et puis je voulais vraiment maintenant qu'on fasse ce focus sur la partie détox et drainage. Alors, détox, drainage, on va juste faire quelques petits éléments de vocabulaire avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous entendez souvent parler justement de détox, de drainage, de toxines et de toxiques. Donc, je vais juste détailler ici ce qu'on entend par là. Alors, les toxines, ce sont des déchets qui sont issus du fonctionnement normal du corps. Et il y a un déséquilibre si le corps ne fonctionne pas correctement, il n'arrive plus à gérer ces toxines, ou bien s'il y en a de trop, tout simplement. Donc, ces deux sources, soit on n'arrive plus, enfin les organes n'arrivent pas bien à les gérer, ils ne fonctionnent pas bien, soit parce qu'on en produit de trop. Les toxiques, ce sont des déchets naturels, type des choses qu'on choisit en fait de prendre, ou pas d'ailleurs, parce que pour les métaux lourds, on ne les choisit pas forcément, mais ça peut être aussi des déchets issus des émotions, des déchets issus de la respiration, tout ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Ça peut être aussi des déchets artificiels, comme des pesticides, des engrais, des additifs, mais aussi les ondes ou les cosmétiques dont on a déjà parlé. Alors là, en fait, on va faire la différence entre drainage et détox. Le drainage, c'est simplement l'élimination soit de toxines, soit de toxiques, soit les deux, bien sûr. Alors que la détox, ça va être à la fois le drainage, donc l'élimination de ces toxines ou de ces toxiques, mais aussi la faculté de résistance à l'addiction, c'est-à-dire la résistance à aller vers les choses qui nous conduisent à nous intoxiquer. Alors, un exemple très simple, c'est l'alcool ou la cigarette. Donc, quand on fait une détox, mais ça peut être aussi le chocolat, tout simplement. Donc, quand on fait une détox, à la fois, on va nettoyer, mais aussi on va travailler notre faculté de résistance à cette addiction. Donc, on va voir les méthodes de drainage par émonctoire, foie, rein et intestin. On laissera de côté la peau et les poumons. Et puis, on verra aussi les principes de cure détox en naturopathie. Alors là, je vais mettre tout de suite une petite mise en garde ou un petit bémol. Sachez qu'en fait, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire à la légère. Il faut vraiment, alors soit vous étudiez vraiment fortement la question, soit vous vous faites accompagner, mais il ne s'agit pas de nettoyer ou de détoxifier les yeux fermés un organe. Il faut vraiment prendre en compte à la fois votre terrain, mais aussi quels sont les organes qui sont faibles et peut-être faire des priorités parce que une détox ou un drainage mal fait peuvent être vraiment très fatigants, déminéralisants pour le corps. Donc, il faut faire ça en connaissance de cause. Vous allez voir que je parle de quelques précautions dans les slides qui suivent. Toujours avant de démarrer, je voudrais rappeler quelques éléments de vocabulaire parce que ce sont des termes que je vais utiliser par la suite avant de présenter les plantes qui vous permettront de travailler sur nos organes. Alors, premier terme, c'est cholérétique. Ce terme-là, c'est simplement pour dire que la plante en question ou l'actif en question vous permet de stimuler la fabrication de bile. Cholagogue, donc pareil, ça stimule l'évacuation de la bile cette fois-ci, c'est-à-dire que ça va travailler sur la contraction de la vésicule biliaire. Une plante ou un actif apéritif, là c'est assez facile, ça permet de stimuler l'appétit. Alors c'est pas rien puisque ça va notamment travailler sur les sécrétions digestives. Digestif, là aussi ça va stimuler la digestion. Carminatif, donc c'est un actif ou une plante qui permet de stimuler tout ce qui est sécrétion salivaire et gastrique et qui va travailler aussi sur la motilité intestinale. Donc vous voyez que ça travaille vraiment sur l'ensemble du système digestif. Spasmolytique, c'est un actif qui permet de diminuer les spasmes et antiémétique, donc qui permet de limiter les problèmes de vomissement. Alors, pour le foie, on va, avant de voir les principes actifs, simplement quelques petites précautions au niveau de l'alimentation. Alors, vous vous souvenez, éliminer les aliments à risque. Donc là, on est sur tout ce qui est excès de café, de charcuterie, les additifs, les insecticides, les pesticides, tout ce qui est acides gras trans, les huiles raffinées, principalement ces aliments-là. Ensuite, donc, on va essayer de forcer donc pour drainer notre foie sur tout ce qui est antioxydants. Donc, vous voyez quelques exemples ici des antioxydants qu'on trouve très facilement dans l'alimentation.
il faut retenir que ce sont surtout des aliments qui sont très colorés. Pour drainer le foie, on peut aussi très naturellement forcer sur tout ce qui est crucifère, donc la famille des choux, qui contient des indoles qui sont très bénéfiques pour les phases de détoxification du foie. Donc, en l'occurrence, les champions en la matière, parce que dans la famille des choux, il y en a des tonnes, les champions, c'est le brocoli, le chou-fleur et les choux de Bruxelles. On va aussi travailler avec des aliments qui contiennent du soufre, comme l'ail, l'oignon, l'échalote, les poireaux et la famille des crucifères. Donc, vous voyez qu'on a vraiment doublement intérêt à intégrer des crucifères dans l'alimentation pour prendre soin de notre foie. Un aliment aussi très connu, c'est le citron. Alors, il est alcalinisant, hein, donc il travaille sur notre équilibre acido-basique, mais il est aussi hépatoprotecteur, donc il vient protéger notre foie. On peut soit consommer le jus de citron, soit consommer une huile essentielle de citron. Alors, je mets huile entre guillemets parce que l'huile essentielle de citron, c'est pas de l'huile en fait, hein, c'est simplement une expression de l'écorce. Donc, c'est un corps aqueux et non pas un corps huileux. Alors, une plante très connue pour drainer le foie, c'est l'artichaut, dont on utilise les feuilles. Donc, l'artichaut a des vertus cholérétiques, apéritives et digestives. L'artichaut est aussi fortement antioxydant et va travailler, vous voyez, hein, sur le côté triglycéride antidiabétique, mais aussi carminatif, spasmodique et antiémétique. Alors, du coup, l'artichaut, on l'indique pour toutes les affections du foie. C'est vraiment le draineur du foie universel, si on veut faire une cure dépurative ou détoxifiante. Et du coup, en fait, par son action sur le foie, l'artichaut va avoir une action sur tout ce qui est constipation, mais aussi les maux de tête dus aux problèmes de foie. Voilà, après, il y a d'autres vertus de l'artichaut, mais je trouve que par rapport au foie, ce sont vraiment les plus importantes. Alors là, sur cette forme liquide, hein, donc les extraits fluides de la gamme Soria, on recommande d'utiliser cet artichaut à raison de 3 fois 1 millilitre par jour dans un peu d'eau, sachant qu'on peut mettre les 3 millilitres quotidiens dans une grande bouteille d'eau qu'on va consommer tout au long de la journée. Donc ça, c'est la posologie pour les adultes. L'artichaut est possible d'utilisation chez les enfants à des doses inférieures. Et il n'y a pas de contre-indication, on peut utiliser l'artichaut quelle que soit la pathologie que l'on peut avoir. Autre plante ultra connue du foie, c'est le radis noir qu'on va utiliser sous forme de jus. Alors le radis noir, lui, il a aussi une action sur la bile et la vésicule biliaire. C'est aussi un dépuratif du foie et il protège le foie. Donc, vous voyez que vraiment, il a toute sa place ici. Le radis noir permet aussi de stimuler le transit intestinal. Hein. Des fois, juste des petits verres de jus de radis noir peuvent aider au transit. Et puis, donc, on a une action au niveau carminative et digestive. Alors, les indications, bah forcément, toute affection du foie et de la vésicule biliaire, les préventions de calcul biliaire, mais aussi toutes affections digestives. Hein, donc, quand on est sujet au ballonnement, aux flatulences, et puis enfin, donc sur le côté plutôt rénal, le radis noir a aussi une action sur cystite, rhumatisme, gouttes et lithiase urinaire. Le pissenlit, dont on utilise les racines, alors lui, en fait, c'est un draineur universel. C'est vraiment, si vous devez en retenir un, on va dire, sur toute la sphère digestive, ce sera plutôt le pissenlit. Il permet de travailler en plus sur la peau. Et donc, le pissenlit va avoir une action sur tout ce qui est insuffisance hépatique biliaire, une action au niveau donc, de la bile et de l'excrétion de la vésicule biliaire, une action sur la constipation, les rhumatismes, la rétention d'eau, les problèmes de peau. Les feuilles de pissenlit qu'on peut consommer, alors là maintenant c'est la fin, hein, mais qu'on a consommé, on va dire, durant les mois de mars et d'avril, sont très riches en vitamines et en minéraux, donc c'est un excellent reminéralisant. Ici, donc l'extrait fluide Soria sera aussi consommé sous forme de liquide à raison de 3 fois 1 millilitre par jour pour les adultes. Quand on utilise le pissenlit pour la perte de poids, on recommande de consommer 1 millilitre le matin et ensuite les 2 millilitres après le déjeuner, mais pas de pissenlit au dîner. Il n'y a pas de contre-indication et on peut utiliser le pissenlit dès l'âge de 3 ans chez les enfants avec une posologie adaptée.
Ensuite, on vient sur des plantes qui sont plutôt régénératrices du foie, donc le chardon-marie et ensuite j'aborderai le desmodium. Donc le chardon-marie, c'est un régénérateur des cellules du foie. Il est donc tout indiqué dans les soutiens de cirrhose et d'inflammation du foie, donc il permet de diminuer le marqueur de l'inflammation du foie. Il va protéger votre foie face aux toxiques. Alors, autre indication peu connue, mais qui est vraiment efficace dans le cas des règles abondantes, puisqu'il est hémostatique et il est dans une moindre mesure anti-inflammatoire. Donc, on est toujours sur les 3 fois 1 millilitre par jour dans un peu d'eau pour les adultes. Pas de contre-indication chez les enfants de plus de 3 ans. Par contre, on n'utilise pas le chardon-marie en cas d'hypertension artérielle ou avec beaucoup de précautions, puisqu'il élève la tension artérielle. Et on n'utilise pas le chardon-marie si on est sujet à l'obstruction des voies biliaires. Le desmodium, quant à lui, est vraiment un puissant protecteur du foie dans toutes les agressions du foie. Donc, on pense notamment au desmodium en cas de chimiothérapie. Alors, pas le jour de la chimiothérapie, mais on va pouvoir l'utiliser avant et après, en respectant une petite latence avec la chimiothérapie. Tout ce qui est affection du foie, donc type jaunisse ou hépatite, les maladies auto-immunes, il manque un M, désolé, la consommation d'alcool. Il permet aussi de lutter contre la constipation et les troubles digestifs. Et le desmodium est aussi indiqué dans la phase de préparation aux allergies, puisqu'il a une fonction anti-allergique. On l'utilise toujours avec nos 3 fois 1 millilitre par jour. Il n'y a pas de contre-indication, contrairement au chardon-marie. Donc, on peut l'utiliser même en cas d'hypertension artérielle ou d'obstruction des voies biliaires, et chez les enfants également. La fumeterre, dont on utilise les parties aériennes, alors elle, toujours, cholérétique cholagogue, action sur la bile et la vésicule biliaire. Ce qui est intéressant dans la fumeterre, c'est que c'est son action dépurative. Alors, c'est une action dépurative surtout sur le côté digestif, c'est un draineur hépatobiliaire et cutané. La fumeterre facilite le drainage des toxines, donc elle travaille beaucoup sur la peau. Vous allez la retrouver beaucoup dans des produits de drainage à visée dermatologique. Donc, on est toujours avec nos 3 fois 1 millilitre par jour. Alors, la fumeterre, les précautions d'emploi, c'est toujours les calculs biliaires et hépatiques, avec ce côté cholérétique et cholagogue. On ne les utilise pas ou vraiment avec avis médical en cas de grossesse, d'allaitement ou d'utilisation d'anticoagulants. Le bol d'eau, dont on utilise les feuilles, a une action sur la digestion, la prévention de repas copieux, donc une action plutôt digestive, mais aussi sur le transit intestinal. Le bol d'eau est un décongestionnant hépatique, donc il ne vient pas en soutien, mais il va aider à délivrer le foie de ses toxines et donc à l'aider à mieux fonctionner. D'où une action sur la constipation et la digestion. Donc, le bol d'eau peut être très intéressant à prendre de manière isolée quand on est sujet à de la constipation occasionnelle ou quand on a un repas copieux en vue. Typiquement, si on ne digère pas forcément très bien la raclette, on peut prendre du bol d'eau en prévision de cette raclette. Et si on a des problèmes de digestion a posteriori d'un repas qui a été trop copieux, on peut prendre du bol d'eau pour aider à digérer. Donc, la posologie en traitement de fond est de 3 fois 1 millilitre par jour. On peut monter un petit peu en cas de traitement pour digestion. Il faut le prendre avant ou après le bol d'eau? Alors, pardon, je n'ai pas compris. Le bol d'eau, il faut le prendre avant ou après le repas? Alors, si c'est en prévention parce qu'on sait qu'on va faire un repas difficile à digérer, ce sera avant. Et si c'est après parce que clairement on ne se sent pas bien après le repas, voilà, c'est après. On peut le prendre avant comme après. C'est sûr que si on sait déjà que ça va être compliqué le repas, autant le prendre avant, ça nous évitera des problèmes de digestion par la suite. Ok, merci. Mais de rien. Alors, je continue toujours sur le foie, mais vous allez voir que c'est des plantes qu'on va retrouver par la suite aussi pour les reins et les intestins. Le romarin, dont on utilise l'huile essentielle. Alors là, je parle du romarin à verbenone. Ce romarin, lui, a une action hépatoprotectrice majeure et permet aussi de lutter contre les spasmes de la digestion. Donc, on va l'appliquer plutôt par voie externe, c'est-à-dire que si on a des spasmes au niveau du foie ou des spasmes au niveau des intestins, on va pouvoir appliquer cette huile essentielle par voie externe, par la peau. Donc, le romarin sert aussi au drainage hépatobiliaire et à la détoxication.
Donc là, en termes d'huile essentielle, on peut la prendre par voie interne à raison d'une goutte 3 fois par jour pendant 7 jours maximum chez les adultes. Évidemment, on ne la prend pas pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Chez les enfants, on peut utiliser le romarin à verbenone, mais uniquement pour les enfants de plus de 12 ans et avec une posologie adaptée, bien entendu. Alors, de toutes ces plantes, on peut retenir qu'il y a plusieurs produits de la gamme chez Soria qui rassemblent plusieurs de ces principes actifs. Alors, le premier, qui est l'un de mes chouchous parce qu'il fonctionne vraiment très, très bien auprès de mes clients et de moi-même d'ailleurs, puisque je pratique cette cure aussi au moins une fois par an, c'est le Cirasil que vous connaissez peut-être, hein, ces petites fioles qui ont un très fort goût de radis noir et d'artichaut, mais pas désagréable finalement. Donc, ces petites fioles rassemblent à la fois l'artichaut, le radis noir, le chardon-marie et de la lécithine de soja pour la phosphatidylcholine qu'elle contient, qui est un soutien et un constituant des membranes des cellules du foie. Donc, ce produit-là, qui est une cure que l'on peut faire, on va dire, à minima une fois par an, permet de soulager le foie, de le détoxifier, de le nettoyer, de le drainer. Mais on peut aussi l'utiliser juste au cas par cas, un petit peu comme on a parlé du bol d'eau juste avant, en prévention ou en digestion de repas difficiles. Donc, ce produit s'utilise plutôt le soir, hein, après le dîner, tout simplement parce qu'on vient renforcer le travail du foie qui se fait naturellement la nuit. On va l'utiliser pur hein, ou dilué si le goût est trop fort, peu importe, hein, à partir du moment où on prend le flacon complet. Donc, la cure, c'est de 14 jours, hein, puisqu'il y a 14 ampoules dans la boîte. C'est une cure que l'on peut renouveler si on sent que le travail n'est pas encore complètement terminé, mais à renouveler une fois. Voilà, il ne s'agit pas de faire ça en continu, évidemment, sinon on fatigue le foie et on se déminéralise. Le Cirasil est contre-indiqué en cas d'hypertension artérielle, hein, parce qu'il y a du chardon-marie, ou en cas d'obstruction des voies biliaires, évidemment, puisque là, on a des plantes qui sont cholérétiques et cholagogues. Donc, quelles sont les indications? On veut entamer une cure dépurative. Voilà, là, c'est parfait. On va avoir tous les principes actifs nécessaires pour faire cette cure. On peut l'utiliser aussi en cas d'intoxication alimentaire ou de forte médication, d'alcoolisme. Tout ce qui est digestion lente, difficile, les maux de tête de source hépatique, les problèmes de constipation en lien avec une congestion hépatique là aussi, les problèmes d'obésité et notamment de cellulite. Là, on va vraiment avoir un intérêt à faire des cures de Cirasil. Enfin, pour terminer sur le foie, donc on a aussi l'huile essentielle de menthe poivrée qui a elle aussi des actions cholérétiques cholagogues, qui est très efficace pour traiter les spasmes du système digestif et d'une manière générale ce qu'on appelle la dyspepsie, c'est-à-dire une mauvaise digestion. Elle peut se prendre par voie interne, sauf pour les personnes qui font l'hypertension artérielle. Et puis il y a d'autres contre-indications sur l'huile essentielle de menthe poivrée. Et elle peut être aussi donc appliquée par voie externe, comme on a vu pour le romarin à verbenone. L'olivier, c'est un actif très naturel. C'est une huile qui est cholagogue et cholérétique qu'on va utiliser notamment dans le cas des migraines digestives. C'est quelque chose que je conseille, qui marche vraiment bien. Ce sont des cures que l'on peut faire d'une dizaine de jours où on va prendre une cuillerée à café d'huile d'olive le matin, à jeun, avant le petit déjeuner, idéalement 15 minutes avant le petit déjeuner, avec un petit peu de jus de citron et d'eau tiède, ni chaude ni froide. C'est quelque chose qui marche rudement bien. Le curcuma, avec donc son principe actif qui est la curcumine, qui a un côté anti-inflammatoire, antioxydant et cholérétique, qui est conseillé notamment dans les pathologies du foie, mais aussi des intestins. Alors, dernière petite chose auquel vous pouvez penser quand vous avez des problèmes au niveau hépatique, si vous êtes sujet à des lourdeurs du foie, au niveau du foie, vous pouvez tout simplement bichonner votre foie avec un petit peu de chaud en lui mettant une bouillotte le soir au coucher ou dans la journée si vous y arrivez. Autre petit truc, c'est simplement se coucher sur le côté droit. Oui, votre foie, il est du côté droit. Donc, si vous couchez du côté droit, vous lui tenez chaud et ça va lui permettre de se régénérer plus facilement. Au niveau global pour la sphère digestive, si on veut faire un drainage très global, qui va avoir aussi une action sur la peau d'ailleurs, on peut avoir recours à ce produit des laboratoires Soria qui s'appelle Drainazor, qui rassemble l'artichaut, la fumeterre, la boldo, la camomille romaine
et l'huile essentielle de romarin. Donc ces indications, hein, cholérétique, cholagogue, toujours pareil sur la bile et la vésicule biliaire, régénérateur du foie. En fait, ce produit va vous permettre de remettre en route toutes les fonctions digestives. Et puis, donc, il y a une action sur le cholestérol et une petite action diurétique et légèrement calmante. Donc, on est toujours sur les 1 ml 3 fois par jour. C'est un produit qui est compatible chez les enfants de plus de 3 ans. Il n'y a pas de contre-indication. Donc voilà, hein, vous voyez qu'il y a plein de solutions pour le foie. On a déjà parlé de quelques plantes pour les reins, mais on va en reparler ici un petit peu. Alors, j'aimerais juste vous expliquer, en fait, on parle souvent de diurétique pour les reins. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont des plantes qui stimulent le travail des reins, donc qui stimulent son travail de filtre et d'élimination. Donc, ces plantes diurétiques, elles vont augmenter la quantité des urines et elles vont augmenter aussi la fréquence d'émission. Je pense que vous avez tous déjà remarqué, quand vous prenez quelque chose qui est diurétique, que vous produisez tout simplement plus d'urine, donc vous allez plus aux toilettes. Du coup, la couleur et l'odeur de l'urine sont plus prononcées. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est vraiment la fonction première de ces produits diurétiques. Alors, qu'est-ce qu'on a comme plante diurétique? Le pissenlit, on en a déjà parlé. Hein, on en a déjà parlé au niveau du foie. Vous voyez, c'est aussi une plante qui vous permet de drainer vos reins. On a l'aubier du tilleul. Donc, l'aubier, ça veut dire c'est l'écorce du tilleul qu'on prend. Là, pareil, c'est un draineur du foie et des reins. L'aubier du tilleul a cette particularité qu'elle va aussi beaucoup agir sur les calculs rénaux et les rhumatismes. La bruyère est une plante qui est très connue de l'arbre urinaire, hein, puisque c'est un anti-inflammatoire urinaire. Donc, elle a aussi cette fonction diurétique et antiseptique. Le bouleau, hein, là, on sort aussi de la période de la sève de bouleau. C'est un excellent dépuratif général, très naturel, qui travaille particulièrement sur les reins et qui a ce côté très intéressant qui est reminéralisant. Hein. Donc, on ne fait pas que perdre des minéraux, mais on reminéralise aussi. Hein. Donc, la sève de bouleau est vraiment une cure très intéressante à effectuer. L'ortie est à peu près dans le même ordre d'idée, une plante très intéressante puisqu'elle est drainante, mais elle est aussi reminéralisante, très riche en minéraux. La prêle, quant à elle, est plus fortement diurétique, donc elle va avoir ce côté travail sur l'élimination rénale. Le genévrier, qu'on peut utiliser sous forme d'huile essentielle, a aussi une action diurétique. Alors, on a aussi des aliments qui sont diurétiques, hein, qu'on peut prendre naturellement dans l'alimentation si on veut travailler plus particulièrement sur les reins. Les fruits, hein, vous voyez ici quelques fruits. Les légumes, donc des légumes qui sont très connus comme l'artichaut ou l'asperge, mais aussi le cresson et la chicorée sont des légumes qui sont particulièrement diurétiques. L'oignon est un puissant diurétique, on peut d'ailleurs s'en faire des tisanes, vous voyez la recette ici, donc attention à manier avec précaution parce que c'est vraiment extrêmement efficace. On a aussi le sommeil, la relaxation qui permettent de limiter les risques de cristallisation des acides, hein, vous vous souvenez, qui surcharge en fait vos reins. Donc la boisson, donc évidemment il est recommandé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, une eau peu minéralisée comme on l'a vu un petit peu plus tôt dans cette présentation. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, pour drainer vos reins, effectuer des cataplasmes. Alors là aussi, ça marche plutôt bien. C'est un peu des recettes de grand-mère, mais qui finalement fonctionnent très bien. Cataplasme d'argile verte ou cataplasme de feuilles de chou qui sont à appliquer sur les reins. Alors évidemment, c'est pas facile à faire tout seul puisque les reins sont pas très accessibles tout seuls, mais ce sont des choses que l'on peut effectuer à la maison ou en cure et qui sont là aussi très efficaces pour un coût minime. J'en viens maintenant aux intestins. Alors, toujours un petit élément de vocabulaire, hein, les laxatifs permettent d'accélérer le transit, de ramollir les selles. Il faut savoir qu'il y a une sensibilité qui est très très variable d'un individu à l'autre, donc il faut faire très attention avec ces plantes laxatives. Et puis les purgatifs, alors là c'est carrément nettoyage très puissant et à utiliser vraiment exceptionnellement parce que ces purgatifs irritent la muqueuse intestinale et détériorent la flore intestinale. Donc on y va vraiment mollo sur les purgatifs. Alors quand on cherche à drainer les intestins, vraiment je vous invite à travailler sur l'alimentation en première intention. Évidemment ultra connu, travailler sur les fibres.
alors qui sont présentes dans les crudités, les fruits crus, les céréales complètes. Pourquoi? Parce que les fibres permettent de capter l'eau pour humidifier les selles. Souvent, quand on a des problèmes de transit intestinal et particulièrement de constipation, c'est un problème de taux d'humidité des selles. C'est très très précis, il faut que les selles soient dans un degré d'humidité particulier pour qu'elles puissent s'évacuer. Donc, conseil, manger des crudités en début de repas, des fruits crus plutôt en dehors des repas. Donc, des fruits très riches en fibres, type figues, pruneaux, des graines de lin qui sont trempées pendant une nuit. Le son, alors là, attention, hein, pour les côlons irritables, on y va doucement sur le son de blé ou d'avoine. Le psyllium, qui lui, au contraire, est quelque chose de très doux qu'on peut prendre sur la durée et sans accoutumance. Donc, il n'y a pas d'irritation, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, le psyllium. Ne pas oublier les bons acides gras, donc les acides gras essentiels, hein, oméga 3, oméga 6, pour la souplesse de la membrane. C'est sûr que si la membrane n'est pas suffisamment souple, bah vous imaginez bien que les selles vont avoir du mal à s'évacuer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme plante pour drainer nos intestins? Le bol d'eau, hein, on en a déjà parlé, c'est un stimulant digestif et cholérétique et qui va avoir une action sur notre transit intestinal. La mauve est une plante aussi assez connue pour travailler sur les intestins. Elle contient des mucilages anti-inflammatoires et antispasmodiques. Elle va permettre de soulager le tissu intestinal. La réglisse a une action anti-inflammatoire là aussi et anti-ulcéreuse, très intéressante en cas d'ulcère, donc des petits trous dans les intestins. C'est une réparatrice. Et donc les plantes purgatives, comme on l'a vu, à utiliser vraiment avec précaution. Le séné, la bourdaine, on y va vraiment mollo. Alors en plus la bourdaine, hein, vraiment attention, utilisez la plante sèche puisque la plante fraîche est un vomitif drastique. Donc faire très attention avec ces deux plantes. Bien entendu, quand on parle de constipation, on parle aussi de probiotiques. On peut aussi se masser la zone des intestins, donc autour du nombril, dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Des fois, juste de masser assez fortement ses intestins permet de libérer le transit intestinal. Il y a plein d'autres pistes qu'on pourrait aborder. Là, j'ai choisi d'en aborder quelques-unes. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Maintenant, je voudrais encore en quelques slides vous présenter les principes d'une cure détox en naturopathie. Alors, je reviens sur la précaution que je vous ai indiquée en début de webinaire, qui est qu'on ne se lance pas dans une cure détox comme ça, les yeux fermés. Il va falloir identifier ses points faibles. Donc, c'est ce que l'on appelle l'anamnèse en naturopathie, lors d'un entretien de naturopathie. Hein. La plupart du temps, ça dure au moins 1 heure pour essayer de comprendre quels sont les organes qui sont bloqués et quels sont les organes prioritaires à débloquer. Donc, on y va vraiment avec précaution et en connaissance de cause. Une fois qu'on a identifié ces points faibles, on va pouvoir mettre en place un drainage personnalisé. Donc, la plupart du temps, ce que l'on fait, c'est qu'on commence par une cure de détoxination, donc où on va éliminer nos toxines. Après, une cure de revitalisation. Pourquoi? Parce que souvent, quand on élimine les toxines, on élimine aussi des minéraux, des oligo-éléments, des vitamines. Et il va falloir qu'on enfin les vitamines non, mais il va falloir qu'on se revitalise, donc on rapporte à nouveau des oligo-éléments et des minéraux. Et puis, donc, il est coutume de dire qu'on a une troisième phase qui est la stabilisation après de la cure, qui va permettre d'asseoir toutes les bonnes habitudes et la bonne hygiène qu'on a mis en place. Alors, bien sûr, hein, l'idéal, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie toute l'année, à la fois sur le côté alimentaire, mais aussi sur la gestion du sommeil, du stress et sur l'activité physique, qui vous permettront de limiter en fait le recours à une cure détox en cas d'organes d'élimination bloqués. On peut faire une cure détox simplement pour un mieux-être et dans un principe de précaution et d'économie de nos organes d'élimination. Mais il n'est pas forcément indispensable de faire une cure détox juste parce qu'on a un problème. On peut le faire aussi en prévention. Et ce, bien entendu, si on a une bonne hygiène de vie toute l'année. Alors, quelques petites exceptions. Tout ce qui est pathologie particulièrement grave, pathologie lourde de type cancer, les cas de fatigue extrême au niveau physique ou psychologique, où là, on va d'abord revitaliser l'organisme et le nettoyer ensuite, puisqu'on ne souhaite pas fatiguer encore plus l'organisme en le nettoyant alors qu'il est déjà très faible. Alors, comment on va s'y prendre?
Donc, comme je vous disais, ça se fait au cas par cas et en fonction des besoins. La plupart du temps, ce que l'on fait, c'est on fait un drainage par organe d'élimination, mais on ne va pas faire tous les organes d'élimination à la fois, sinon c'est trop fatigant pour l'organisme. On en profite pour travailler sur le côté physique et psychologique, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire des cures de sommeil, de relaxation, de méditation. On peut faire des massages qui permettent là aussi d'éliminer les toxines. Pourquoi pas partir, c'est-à-dire quitter son lieu quotidien d'encrassement, d'intoxication, et donc essayer de se détoxifier en partant de son lieu habituel de vie. Évidemment, pendant cette cure, on va limiter le recours au tabac et à tous les autres polluants externes auxquels on pourrait être soumis le reste de l'année. Là aussi, ça semble simple, mais pendant une cure détox, on va essayer de limiter au maximum son recours aux ondes, donc à tous les écrans. Et puis, on va essayer d'avoir une activité physique en extérieur qui va permettre de drainer notamment les organes de secours. Hein. La peau, les poumons vont être drainés par le biais d'une pratique d'activité physique en extérieur. Alors, les principes alimentaires pendant une cure détox, on a recours à des fruits, des légumes, mais aussi des tisanes, des bons acides gras, des graines de lin pour travailler sur les intestins, des graines germées par leur richesse en vitamines et en minéraux. On peut pratiquer un régime dissocié de type donc protéines et féculents qu'on ne va pas manger au même moment. Donc, par exemple, on va manger des protéines animales le midi et on va manger les féculents le soir. Donc, le midi, ce sera par exemple un poisson avec des légumes et non pas un poisson avec du riz. Et puis le soir, on va manger par exemple des lentilles avec des légumes là aussi. Donc, c'est ce que l'on appelle le régime dissocié. On peut pratiquer également des monodiètes, donc par exemple les monodiètes de riz chez les personnes qui sont particulièrement sous-vitalisées. Là, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, hein, le monodiète de riz. La monodiète de raisin qu'on pratique traditionnellement plutôt à l'automne. Monodiète de pommes, particulièrement pommes cuites pour tous les problèmes de peau, très intéressant. Le jeûne intermittent, donc le 8-16, c'est-à-dire qu'on met son système digestif au repos pendant 16 heures et on pratique la prise alimentaire pendant seulement 8 heures. Alors évidemment, il s'agit de faire une prise alimentaire raisonnée, mais l'idée, c'est de sauter un repas, hein, si on comprend bien, si on lit entre les lignes, soit le dîner, soit le petit déjeuner. La plupart du temps, c'est ce qui est fait. Moi, je recommande de sauter plutôt le dîner si on y arrive, donc de prendre son dernier repas vers 15-16 heures, et donc une petite collation, et ensuite de ne pas manger jusqu'au lendemain matin. Donc là, c'est très intéressant. C'est quelque chose que l'on peut pratiquer très régulièrement. Il y a peu de contre-indications et c'est très bien toléré. Et donc, ça permet de mettre son système digestif au repos, donc forcément d'éliminer les choses que l'on a à éliminer. Alors, le jeûne, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce sera un sujet à part entière. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous lancer sans bien connaître, hein, le jeûne. Il faut vraiment se faire accompagner pour le pratiquer proprement. Donc, se faire accompagner par un bouquin, hein, tout simplement, ou se faire accompagner par quelqu'un qui sait, qui connaît en fait les différentes phases dans le jeûne. Et puis, bien sûr, quand on pratique une cure détox, ça peut être tout simplement d'adopter une alimentation hypotoxique. Donc là, ça va nous permettre à la fois de faire sortir les toxines, mais aussi de limiter leur entrée. Hein. Donc, on revient toujours sur les mêmes toxiques. Donc, on va limiter tout ce qui est stimulant, excitant, alcool. On essaye d'avoir une alimentation bio ou assimilée, hein, pas forcément bio. On a recours à une cuisson douce pour limiter la formation des corps de Maillard. On ingère de bonnes graisses et on ingère des aliments qui ne sont pas raffinés ni transformés, ou peu raffinés ni transformés. Petite mise en garde quand on fait une cure détox, particulièrement un jeûne, mais bon, chez les personnes qui ont une alimentation particulièrement mauvaise et donc qui se destinent à avoir une alimentation un petit peu meilleure, ça peut être une cure détox. Il peut apparaître ce que l'on appelle la crise curative au début, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un relargage très important des déchets. Il peut y avoir apparition de boutons, de migraines, de maux de ventre, c'est normal. Si ça ne dure que 1 ou 2 jours, tout va bien. Si c'est plus long, il vaut mieux rompre la cure détox, quelle qu'elle soit, hein, le jeûne, la monodiète ou bien le régime que l'on a mis en place,
et essayer de comprendre pourquoi ça dure. Donc, on peut démarrer une cure de manière progressive. La durée, évidemment, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez et du niveau d'encrassement où sont vos organes. Ça peut durer de 1 jour à plusieurs semaines, de 1 à plusieurs fois par an, c'est très, très variable. Par contre, conseil, ne pas pratiquer ça en continu parce qu'on risque de fatiguer l'organisme à terme et on risque de trop éliminer les minéraux, les oligo-éléments si on ne pratique pas de cure de revitalisation derrière. Donc, prudence quand même quand on met en place cette cure détox. Voilà, donc j'ai fini ce marathon et je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a apporté beaucoup d'informations pratiques sur la manière de nettoyer vos organes d'élimination, de les détoxifier et d'engager des cures détox. J'espère que vous avez eu toutes les informations dont vous aviez besoin. Maintenant, si vous avez encore des questions, je suis à votre disposition. Je vous remercie. Alors, visiblement, tu as dû tout dire. Ah, Je ne vois pas apparaître de questions, en tout cas pas pour l'instant. parfait. Je voulais déjà te remercier parce que c'était extrêmement complet, effectivement. Tu es adepte du marathon, tu as réussi à le tenir. Voilà, c'est toujours compliqué. Mais J'ai voilà, envie de dire beaucoup de choses. je voulais surtout rappeler à tout le monde que quand on envisage une perte de poids, effectivement, ça ne sert à rien de juste manger un petit peu moins parce qu'ensuite on va craquer, on va être tellement frustré que on va manger le double ensuite. Il vaut vraiment mieux pratiquer effectivement cette détox et ce drainage parce qu'un organisme encrassé, on ne peut pas imaginer que l'on va perdre du poids. Il faut d'abord s'occuper de ses organes d'élimination pour qu'ensuite ça se passe presque naturellement. Alors, j'ai une question, comment pouvons-nous accéder au replay? D'ici quelques jours, il sera accessible sur YouTube, sur la chaîne Soriavi. De même que vous pouvez accéder à tous les webinaires que nous faisons depuis 6 mois à peu près sur cette chaîne Soriavi. Si vous avez des questions par la suite, en revoyant peut-être ce webinaire, vous avez le mail d'Anne-Lise qui s'affiche. Pour ce qui me concerne, le mail, c'est info@soriavi.fr. Si vous avez des questions un peu plus techniques sur les plantes, n'hésitez pas à revenir vers moi. On est toutes les deux à votre disposition pour approfondir le sujet. En tout cas, un grand merci Anne-Lise. C'était Merci Françoise. très, très complet. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et nous espérons profiter des bienfaits du printemps d'ici quelques jours et ce sera peut-être plus facile du coup pour faire une cure détox, même si normalement on l'a fait vraiment au début du printemps, mais c'est souvent l'attrait du maillot de bain qui fait qu'on a envie de perdre du poids et qu'on s'y intéresse aussi. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.